Dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés sur une question très importante. Que va devenir la Russie après l'effondrement d'une union qui a fait la gloire du communisme à travers le monde et qui s'est effondrée ce 25 décembre 91? C'est tout le sujet de cette vidéo. C'est parti! Tout d'abord, revenons sur le contexte européen du communisme avant la chute de l'URSS, car c'est très important pour la suite. En effet, la Russie était en fait une sorte d'empire qui s'était étendu sur toute l'Europe de l'Est, notamment après la Seconde Guerre mondiale, où elle a décidé d'envahir, enfin pas d'envahir, mais d'occuper tous les pays d'Europe de l'Est, ce qui a permis l'arrivée au pouvoir de partis communistes. Ça a été ce qu'on appelle les démocraties populaires. Et cette période en Europe de l'Est a été en fait très clivante, c'est-à-dire que c'était une période à la fois de pauvreté et en même temps d'égalité sociale à travers les pays. Et justement, à partir des années 89-90, la plupart des pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, comme la Tchécoslovaquie, comme la Yougoslavie, comme la Roumanie également, vont en fait commencer à se libéraliser et vont vouloir en fait plus de liberté politique. Et c'est là tout l'enjeu, vu que l'URSS va se retrouver seule. En 1991, elle est quasiment le seul pays communiste en Europe, ce qui va poser vraiment un problème, vu que l'URSS sans alliés ne va pas pouvoir procéder à des importations et se retrouve obligé de collaborer avec les États-Unis. Et lors de la chute de l'URSS, le nouveau président russe va chercher à faire une coalition entre les anciens pays communistes de l'URSS. C'est la communauté des États indépendants, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. La communauté des États indépendants a été proclamée en 1991 par Boris Eltsine, président de la Fédération de Russie, le président de la Biélorussie et le président de l'Ukraine, dont les noms ne sont pas nécessaires à connaître. Mais en tout cas, ces trois présidents vont chercher à s'unir pour créer une nouvelle union capitaliste, mais surtout une union de sécurité. Parce que quand on voit, notamment en Yougoslavie, la guerre civile qui est arrivée, on peut se dire très clairement que si on laisse les pays indépendants totalement se gérer, eh bien, il y aura forcément des guerres civiles. Et c'est ce qui va arriver, notamment avec la Tchétchénie qui va vouloir se libérer de la Russie, ou alors l'Ossétie du Sud qui va vouloir se libérer de la Géorgie. Et c'est vraiment cette période des années 90 qui va être très importante parce que c'est là que va se créer en fait une conscience d'État indépendant. C'est-à-dire que les différentes régions de la Russie, de la Géorgie, de l'Ukraine vont vouloir en fait rejoindre leur appartenance ethnique et non plus les frontières qui ont été dessinées par les puissances soviétiques. C'est comme ça qu'en fait la guerre civile en Tchétchénie, la première de 94, va réussir en fait à totalement bouleverser la Russie qui se retrouve dans un état où en fait elle doit faire appel à des conscrits, c'est-à-dire des militaires non professionnels, des étudiants majoritairement qui sortent des facs, des universités. Et c'est là qu'en fait tout va être l'enjeu pour l'URSS, enfin pour la communauté des États indépendants, pardonnez-moi, c'est que cette communauté va devoir réussir à trouver un point d'équilibre entre indépendance des États et démocratie et une union, une certaine interdépendance qui va permettre en fait le maintien des frontières dessinées en 1991. Sauf que le capitalisme et son arrivée va aussi beaucoup bouleverser parce que des pays comme la Biélorussie vont vouloir rester, à partir de l'arrivée de Loukachenko, dans un certain communisme, tandis que la plupart des pays comme l'Ukraine, la Russie, vont vouloir le capitalisme absolu, c'est la thérapie de choc. La thérapie de choc, le concept, c'est qu'on privatise hyper rapidement. J'en ai parlé sur ma vidéo sur la Russie et l'arrivée au pouvoir des oligarques en Russie, car c'est vraiment cette privatisation, cette thérapie de choc qui va provoquer en fait une crise politique, une crise économique en Russie. L'inflation va exploser et va dépasser les plus de 1000% pendant les années 90 pour des pays comme l'Ukraine, la Russie et beaucoup de pays d'Europe de l'Est. C'est ce qui fait que la Russie en fait va être dans un état où la population va vouloir se révolter, va commencer à réclamer une paix sociale et c'est comme ça que le Parti communiste va retrouver des élans de gloire avec les premières élections législatives en Russie. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les démocraties, la Russie est un régime présidentiel, c'est-à-dire que même si un parti est majoritaire à l'Assemblée, le gouvernement restera contrôlé par le parti présidentiel. Et c'est ce qui s'est passé pendant les législatives de 95, vu que le parti qui reçoit la majorité relative des sièges, c'est le parti communiste russe
c'est le parti qui en fait a obtenu le plus de pourcentage des voix et le plus de sièges avec 20% des voix. Ce qui en fait va provoquer une grave crise politique vu que le parti majoritaire à l'Assemblée et le parti majoritaire au gouvernement sont totalement opposés. Et c'est ce qui fait qu'en 1996, Boris Yeltsin, lors de la présidentielle, va risquer d'avoir son pouvoir déchu. En effet, Boris Yeltsin va vouloir en fait renouveler la confiance qu'il a auprès des Russes et c'est comme cela qu'il va poursuivre la guerre en Tchétchénie même si elle était de fait perdue d'avance. Et c'est comme cela qu'en 1996, après une guerre larvée, une guerre en fait comme la guerre d'Afghanistan qui a été une catastrophe pour l'économie russe, va finir par en fait obliger le président russe à abandonner. Malgré sa volonté de gloire militaire, Boris Yeltsin va être incapable de réussir une victoire militaire et va être obligé d'abandonner et de laisser une certaine autonomie à la Tchétchénie. En 1996, Boris Yeltsin est quasiment fini. Les sondages le donnent à 4% des voix, mais c'est sans compter sur la puissance médiatique américaine qui va chercher à le remonter. Les États-Unis vont décider de le soutenir, notamment les grandes puissances financières américaines qui veulent continuer de pouvoir s'implanter en Russie face aux candidats communistes. Ce qui fait que Boris Yeltsin va remonter dans le sondage et va réussir par je ne sais quel exploit en 1996 à obtenir au premier tour 35% des voix contre 30% pour son opposant communiste. Et finalement, à la fin de l'élection présidentielle, Boris Yeltsin est finalement réélu, notamment grâce aux voix de l'extrême droite. C'est donc comme cela que la présidence russe va prendre un tournant encore plus libéral et encore plus conservateur, tandis que le Parti communiste russe se rend compte qu'il a de plus en plus de pouvoir et va pouvoir influencer la politique en Russie. C'est comme cela que la Russie de fin des années 90 va être gouvernée. Donc la crise économique russe va prendre des proportions exceptionnelles de par sa gravité. Tout d'abord, l'inflation dans les années 90, je le rappelle, en Russie, elle est de 57 000%. C'est exceptionnel. C'est le pays qui a subi la plus forte inflation et de même on pourrait parler limite d'hyperinflation tellement ça a pris des proportions exceptionnelles. Apparemment, les commerçants russes devaient changer leur prix tous les jours en fonction des cours du rouble qui ne faisaient que dégringoler. En plus que la Russie, pour relancer son système bancaire en 98, a émis des emprunts d'État, des titres d'emprunt qui permettaient en fait de spéculer sur l'économie russe, mais les taux d'intérêt étaient tellement élevés que la Russie a été incapable d'honorer ses prêts et donc ça va finir par aboutir à une crise économique encore plus énorme et finir par une baisse de l'offre, donc une baisse de la demande et une destruction du pouvoir d'achat russe encore plus grande. En fait, l'économie russe à partir de là va être totalement détruite et c'est comme cela qu'en 1999, le Premier ministre russe devient Vladimir Poutine, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur les oligarques russes, et Vladimir Poutine va décider de changer de modèle économique. Au diable l'industrie, au diable tout ce qui avait fait l'économie russe, désormais on va faire une économie 100% rentière, c'est-à-dire qui dépendra du gaz, du charbon et même de toutes les matières premières disponibles sur le sol russe. Et c'est comme cela que Poutine, avec des nationalisations exceptionnelles, va réussir en fait à accroître le PIB russe pendant les années 2000. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette mini-série de vidéos sur la Russie après le communisme. En tout cas, j'espère que vous allez vous abonner, que vous allez activer la cloche, liker la vidéo, la partager. En tout cas, moi je vous dis ciao!